Je pense que c'est dans la relation partenariale qu'on doit s'entendre sur qui participe à quoi, quels sont les rôles de chacun à chacune des étapes de la recherche. Moi, j'ai de la difficulté à penser une recherche où je vais imposer une place ou un rôle aux partenaires. Donc, on doit s'entendre sur comment on veut fonctionner à chacune des étapes de la recherche. Au début de la recherche, c'est-à-dire en amont, quand on prépare la recherche, on fait les demandes de subventions, le travail d'écriture, du devis et tout ça, c'est assez variable. Des fois, ça va être surtout le chercheur qui va l'écrire. Parfois, ça va être surtout l'organisme qui est le promoteur là, au départ. Puis des fois, c'est un travail conjoint. À la deuxième étape, qui pour moi est l'étape où on commence la recherche. Bon, on a eu les sous et tout ça. Donc, il y a la recension des écrits qui peut être approfondie. Il y a la collecte de données. Avant la collecte, il y a les instruments à produire, les instruments de collecte de données, l'analyse, tout ça. Bon, tout ce qui est le déroulement à proprement dit de la recherche. Là aussi, ça varie. On voit une participation des organismes partenaires avec le chercheur, mais tout dépend de comment on a conçu le rôle de chacun au départ. Si, du point de vue du partenaire, c'est le chercheur qui est supposé faire ça, dans la recherche, c'est surtout le chercheur qui va le faire. Mais si au départ, on s'est entendu qu'on se renvoie un petit peu la balle, mais pas dans le sens négatif du terme, c'est que le chercheur peut produire, mettons, un premier jet, soumet ça à l'organisme va le retravailler, va le resoumettre, ou bien des fois, c'est des étapes de validation. Il va y avoir une certaine complicité, il va y avoir un certain travail en commun qui va se faire. Par contre, quand vient le temps de l'analyse des données, ce que je remarque dans un des projets dans lequel je suis engagée, c'est surtout les chercheurs qui s'occupent de l'analyse. Encore là, il faudrait savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est ce qui était attendu dans les projets? Si c'est ça qui était attendu, il n'y a pas de problème. Mais si on veut amener tout le monde à participer à chacune des étapes, peut-être qu'il faut trouver des manières de travailler ensemble là-dessus. En ce qui concerne la diffusion, les répercussions après ça dans les milieux, tout ça, là, on voit que les organisations, les partenaires sont assez présents, participent beaucoup à cette étape-là. Et malheureusement, peut-être un petit peu moins du côté des chercheurs au niveau de la répercussion en tant que telle sur le terrain. Mais bien sûr, les chercheurs vont produire des articles, il va y avoir des écrits. Comme professeur, comme chercheur universitaire, on a un devoir d'impliquer nos étudiants parce que c'est une façon de les former. C'est avantageux pour un étudiant, surtout deuxième ou troisième cycle, de savoir comment on produit de la recherche, comment on peut travailler aussi en partenariat, parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est beaucoup abordé dans les cours. On va apprendre la méthodologie, mais tout l'aspect relationnel, comment on entre en relation avec le partenaire, comment on négocie avec le partenaire dans tout le processus de la recherche, ça, c'est moins approfondi. Le rôle des étudiants, c'est de participer à la recherche, d'appuyer le chercheur, mais appuyer aussi toute l'équipe qui travaille ensemble aux différentes étapes de la recherche. En cours de route, il peut arriver toutes sortes de choses. En recherche, parfois, mais les gens auprès de qui on veut aller chercher des données ne seront pas nécessairement disponibles au moment où nous autres, on voulait qu'ils soient disponibles. Ou bien, il arrive en cours de route qu'une personne, un partenaire, quitte l'organisation et là, est remplacé par un autre. Donc, ça prend toujours une certaine souplesse pour adapter notre devis de recherche. Il faut être créatif, puis se revirer sur une scène, puis voir comment on peut adapter notre devis sans nuire à la rigueur, toujours en gardant une certaine rigueur pour que la recherche soit scientifique, mais ça prend une certaine souplesse. Quand on travaille en partenariat, on ne peut pas dire le chercheur, c'est le boss, puis c'est lui qui décide, puis il mène sa recherche comme il l'avait planifié dès le départ. J'ai bien aimé l'expression que tu as mentionnée tantôt, c'est comme une danse.
Dans le fond, comment on danse avec le partenaire. Des fois, on va danser un tango, des fois, ça va être une salsa, mais il faut s'adapter les uns aux autres. Dans la recherche partenariale, on sait que souvent les partenaires vont avoir un intérêt à ce que les résultats de la recherche aillent dans le sens qu'ils souhaiteraient que ça aille, soit pour appuyer un point de vue, une politique, ça va être intéressé un peu. Du côté du chercheur, ben, on souhaite toujours garder une certaine distance objective. On sait bien que c'est pas totalement objectif, mais pour assurer la scientificité, il y a quand même des critères à respecter. Donc, dans la recherche partenariale, peut-être qu'il y a ça aussi, quand on parle d'adaptation, c'est qu'il faut comprendre qu'on n'est pas dans une recherche où le chercheur n'est pas impliqué, où est-ce qu'il est complètement distant. Au contraire, on est très engagé dans la recherche. On est engagé avec les gens qui ont un intérêt à faire cette recherche-là. Donc, il y a peut-être cette... Encore là, pour moi, c'est de la souplesse. C'est être capable d'être souple tout en maintenant certains critères de rigueur scientifique. Dans nos différentes recherches, il y a différentes personnes qui participent. On a des chercheurs et on a le ou la chercheur à qui on a posé la question originale, mais aussi d'autres personnes de d'autres disciplines qui peuvent être appelées à contribuer. Et le fait que les syndiqués ne sachent pas quelle est ta discipline, quelle est l'autre discipline avant de poser leur question, fait que souvent, on est obligé de bâtir une équipe multidisciplinaire pour répondre à une question très simple, peut-être, mais qui requiert beaucoup d'apports différents. Donc, on a développé beaucoup de collaborations interdisciplinaires. Il y a aussi nos étudiants qui ont à faire un lien, et c'est bien difficile pour eux et pour nous, un lien entre un projet qui va donner une thèse ou un mémoire et une question de recherche qui n'a pas du tout l'allure d'une question disciplinaire. Donc encore là, il y a un arrimage à faire que le professeur est supposé de faire, mais ça souvent aussi, il y a un appel à l'agent du service aux collectivités pour aider à cet arrimage-là, pour pas que l'étudiant soit laissé en plan avec pas assez de données. Il y a aussi le syndicat, dans notre cas, qui doit assurer que les personnes qui font un travail dans leur milieu aient le temps et la possibilité de compléter le projet. Parce qu'un étudiant qui fait la moitié d'un travail de maîtrise, puis là, le patron ne veut plus le voir dans les milieux de travail, et cet étudiant-là est mal pris. Alors, il faut vraiment qu'il y ait un travail pour que tout le monde puisse en sortir vivant. Dans beaucoup des projets qu'on a menés, de laisser ce contrat-là comme s'il allait de soi, comme si c'était clair au bout d'une rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres, mais non, c'est jamais clair. Donc, c'est important de l'avoir de façon écrite, non pas comme un réel contrat avec des aspects légaux, mais qui va faire quoi, dans quelles conditions, et de se dire que ce contrat-là, il est ouvrable. Autrement dit, au fur et à mesure que le projet va se développer, c'est une question d'ajustement. Il se passe toutes sortes de choses dans la recherche partenariale parce qu'on construit ensemble. Puis on ne sait jamais ce qui va nous revoler d'en face, puis d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est très important de savoir en partant d'où, comment on s'est entendu, puis ensuite de dire, écoute, est-ce que ça tient toujours cette entente-là? Et quand on a eu des écueils, je ne dirais pas des échecs parce que c'est toujours récupérable, ça nous aurait sauvé du temps. Souvent, là, même une année sur un projet, si les choses avaient été claires en partant. Je pense à un projet où on avait comme partenaire des gens en virologie. C'est un autre univers. Des gens du communautaire. Puis là, tu sais, les virus, puis la communauté, puis la personne infectée, là, il y a tout un monde entre ces gens-là. Puis les gens psychosociaux, puis des anthropologues, tout ce qu'on veut. Puis les mandats n'avaient jamais été clarifiés. Puis on a perdu une année dans l'attente que quelque chose se passe. Puis finalement, rien ne se passait. La place des étudiants, la demande au comité d'éthique. Donc ça, c'est vraiment majeur et important.
L'autre chose qui est, à mon avis, très importante, c'est de mettre en place rapidement des structures participatives. Et là, on a toujours plusieurs niveaux. Dans la plupart des projets, on créait un comité de pilotage, un comité qui était plus exécutif ou technique, et un comité vraiment plus de logistique, d'opération. Comité pilotage, c'est un comité stratégique et politique. Tu mets les DG là-dessus. Parce que si c'est pour mal aller, ils ont besoin de soutenir leur monde en bas, puis ils ont besoin d'être dans le coup. Mais il ne faut pas te déranger trop longtemps, il ne faut pas que tu demandes trop à ces gens-là, puis tu sais, très, très organisé, bon, peut-être 3 ou 4 rencontres par année avec un agenda très clair, puis... mais ça fait qu'ils sont en soutien, Deuxième niveau, comité technique, c'est ceux qui vont faire l'action, qui vont, bon, moi j'ai des intervenants auprès des femmes avec le VIH, des intervenants auprès dans la communauté gay qui font du travail de proximité. Puis donc, il faut qu'ils soient près des opérations, puis là, on travaille de façon différente. Puis un troisième comité qui est plus, lui, l'ombudsman, souvent des personnes qui sont visées par l'action, qui sont elles-mêmes partie prenante, mais qui sont aussi là pour protéger les personnes qu'elles représentent. Fait que ça, la structure participative de cette nature-là fait qu'à plusieurs paliers, les gens participent aux décisions, voient ce qui se passe au fur et à mesure et sont vraiment impliqués dans la production des connaissances puis dans la production de l'action. Troisième condition, qui est un peu un corollaire de ça, communication, circulation de la communication. Combien de fois les gens, parce que c'est intersectoriel, parce que ça va trop vite, tout va trop vite. Les chercheurs, on est toujours en avant, la logistique est articulée. Bien, des fois, on a des partenaires qu'on échappe, qui ne sont pas trop au courant là, de ce qui s'est passé dans le dernier mois et tout ça. Ça crée des tensions. Ça fait qu'il y a des décisions qui prennent plus de temps avant. Ça crée des résistances. Fait que pour moi, là, j'ai réalisé que la circulation de l'information, c'était très important. Puis là, bien, il faut se donner des moyens. Des fois, ça peut être une rencontre d'une demi-heure ou 2 semaines, une rencontre téléphonique. Ceux qui peuvent être là sont là. On partage là, ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Déjà, tout le monde se sent dans le coup. S'ils ne sont pas là, le fardeau de la preuve n'est pas sur nos épaules. Puis ça élimine beaucoup de tensions. Je dirais probablement depuis 20 ans, presque tous les projets que je fais sont des projets où qui ne répondent pas vraiment à ce modèle de 3 étapes. Si vous parlez de phase 1, 2, 3, bon, établir le partenariat, décider si on peut collaborer, comment on peut collaborer, quels sont les objectifs. Bien, cette définition des objectifs et des façons de travailler, la question de la recherche et la question des ressources des uns et des autres et la question de la diffusion par des moyens soit scientifiques ou plus grand public, tout ça est présent à la naissance, en quelque sorte. C'est tout imbriqué, finalement. C'est très, très imbriqué. Donc, quand on va commencer à travailler ensemble, généralement, on définit des objectifs de recherche, mais aussi des objectifs de diffusion. On ne fera pas une recherche sur un sujet s'il n'y a pas un potentiel puis une volonté d'en faire une exposition ou d'en faire une publication ou d'en faire une réalisation que le musée sera en mesure de mettre en œuvre et de diffuser. Selon les partenaires, ce qui peut varier, c'est le degré d'implication respective dans la sphère qui est plutôt du ressort de l'autre. Donc, avec certains partenaires, à cause de leur expertise, ils vont participer de manière très, très active à la recherche. Ils vont même être associés à un travail de repérage documentaire, d'analyse documentaire. Ils ne sont pas simplement à une étape de comité de lecture, mais ils sont vraiment partie prenante. Ils vont participer à l'encadrement d'étudiants. Mais dans la plupart des cas, l'étudiant est un adjoint de recherche qui est embauché par soit les subventions de recherche qu'on peut avoir, qui peut être embauché aussi par des subventions qui peuvent venir du service aux collectivités. Et dans certains cas, les institutions ont aussi des ressources pour embaucher des étudiants dans le cadre de programmes de création d'emplois d'été, par exemple. Donc, les étudiants occupent une place dans les projets. Il y a des étudiants qui font un travail de recherche assez classique, ils savent que c'est un projet en partenariat, ils peuvent être présents à certaines rencontres avec les partenaires, mais ils n'ont pas nécessairement un contact très, très poussé avec le partenaire ou l'expérience partenariale.
Tandis que d'autres étudiants ont une expérience très, très différente. Il y en a qui vont travailler finalement dans les locaux du partenaire. Ils vont être encadrés une partie du temps. Ils peuvent être encadrés autant par moi ou un autre prof que par quelqu'un de l'organisme partenaire. Des fois, ils vont vraiment voir qu'ils travaillent. Ils vont voir comment leurs recherches sont adaptées et utilisées pour des activités de diffusion. On a eu des expériences d'organisation d'événements ou d'activités en partenariat, organiser un colloque avec un partenaire. Bien là, l'étudiant, certains étudiants sont vraiment, participent entièrement aux rencontres des comités, voient comment le projet évolue, voient comment les projets se déroulent, apprennent à bien connaître les personnes de l'organisme partenaire. Et dans ce sens-là, ils ont vraiment ils acquièrent une expérience, une connaissance des milieux de pratique qu'ils n'auraient pas autrement. Plusieurs acquièrent une expérience, par exemple dans un musée ou dans un certain organisme, qui va permettre ensuite, qui va faciliter l'entrée sur le marché de l'emploi. Et parfois, ils ont aussi une possibilité de travail avec cet organisme. Parfois, les chercheurs peuvent être entraînés dans un processus qui n'est peut-être pas celui qui était prévu au départ et peut-être pas celui qui était souhaité non plus. En tout cas, étant donné que les chercheurs ont déjà un agenda assez chargé, en tout cas dans mon cas. Mais dans quel sens vous dites ça? C'est-à-dire que je pense à un exemple qui est dans la deuxième année de notre projet avec les marchés de quartier. Donc, la première année, on a fait ces schémas où on constate les tensions dans la structure organisationnelle, dans la démarche d'innovation des marchés de quartier et des relations clés avec des partenaires de la société, donc les quartiers, le secteur de l'agroalimentaire, le politique, l'administration, etc. Dans ces relations clés, on a constaté qu'il y avait des verrouillages, qu'il y avait des relations qui étaient un peu bloquées et qui faisaient en sorte que la mission des marchés de quartier était rendue plus ou moins impossible, ou en tout cas était rendu plus difficile par cette situation de verrouillage. Mais là, le chercheur, lui, une fois qu'on a dit ça, il ne peut pas devenir l'organisateur de ça. Il faut que les marchés prennent en main, il faut que les marchés et leurs partenaires prennent en main. On peut aider, nous, bien sûr, dans la rédaction de projet, dans la stratégie globale, mais je pense que là, à ce moment-là, c'est peut-être plus notre rôle de porter la balle. Bien, je ne sais pas s'il y a 3 étapes à l'égard de cette idée là, des rôles de chacun. Il y a des échanges constants, c'est sûr. Je dirais que souvent, les chercheurs ont un rôle de rédacteur, bien souvent. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne rédige que des perspectives théoriques, des hypothèses, des objectifs de recherche. On rédige aussi de la problématisation générale qui est basée sur l'information qu'on reçoit des marchés. On interprète les entrevues, les entretiens, le résultat des groupes focus et on rédige encore une fois des synthèses, des interprétations de ces matériaux. De dire matériaux, déjà, je pense que je m'éloigne. Oui, mais en disant matériaux, je m'éloigne un peu de ce que je veux dire parce que le matériau en science, c'est quelque chose d'objectif. C'est quelque chose qu'on peut prendre de la nature, là, que ce soit humain ou naturel. Le matériau, c'est quelque chose qu'on extirpe de son environnement comme une espèce d'échantillon qu'on analyse, qu'on interprète et qu'ensuite on se permet de généraliser. Bon, ça, c'est comment fonctionne souvent la science en général. Mais je pense que ici, le processus, encore une fois, est le matériel. C'est-à-dire le processus d'échange, la co-construction des savoirs, c'est ce qu'on cherche à engendrer, puis c'est aussi ce qu'on cherche à analyser. Beaucoup d'animation. La méthode des groupes focus exige qu'on soit préparé. On invite ça dépendait du format, là, mais c'était entre 6 et 12, même 18 invités par groupe focus. Alors, ça impliquait qu'on fasse de petites équipes, qu'on pose des questions, qu'on revienne en plénière, qu'on fasse des exercices même de dessin au tableau, de schématisation collective. Donc ça, c'est un rôle d'animateur. Ça, c'est un rôle d'animateur et parfois je dirais pas de médiateur parce qu'on ne sent pas nécessairement de réel conflit. C'est pas nécessairement de faire une médiation, mais quand même, je pense qu'il faut être sensible
qu'il faut être sensible aux enjeux de personnalité ou ce genre de choses-là. Nous, on avait une étudiante de maîtrise qui fait parallèlement son mémoire de maîtrise sur le même thème, donc sur les marchés de quartier. Je pense qu'au début, évidemment, elle était plus effacée, c'est sûr. C'était ses premières expériences de recherche. Mais plus ça va, plus c'est elle qui connaît le domaine des réseaux de l'agriculture alternative à Montréal, alors que nous, on s'efforce de produire et de faire avancer tous nos axes de recherche, parce qu'on n'a pas seulement ce projet, évidemment. Alors, son rôle a été important. Pour ce qui est du rôle des partenaires eux-mêmes, c'est beaucoup de travail pour eux. Il ne faut pas penser qu'ils ne viennent que pour qu'on travaille sur leurs problèmes et sur leurs défis. Il faut qu'ils s'impliquent. Ce n'est pas seulement de participer à des entrevues, ce n'est pas seulement de participer à des groupes focus. Il faut qu'ils lisent ce qu'on écrit. Je disais, on est des rédacteurs. Il faut qu'ils lisent ce qu'on écrit. Il faut qu'on s'entende sur ce qu'on écrit. Dans le processus, c'est qu'une fois qu'on a les ressources, on a bien défini ce que l'on cherche, on a clarifié la méthodologie, bien là, c'est de passer à l'action. Alors, vous voyez, là, on sort de l'équipe qui réalise toutes les activités de recherche pour une équipe qui le fait et de temps en temps, des gens qui peuvent se greffer, qui sont dans le comité de suivi pour la réalisation des activités de recherche. Alors, on peut aller aussi dans cette option-là. Et ça, c'est permis quand on a mis en place un mécanisme qui est le comité de suivi. Alors, c'est là aussi qu'on présente les premiers résultats, c'est là qu'on présente les premiers constats et qu'on a le dialogue. Des fois, les résultats peuvent être incomplets par rapport à certaines attentes des acteurs. Et là, ça nous amène à dire, on pourrait peut-être faire un complément d'entrevue. Et donc, à ce moment-là, qui? Parce que dans les entrevues qu'on a faites, ça n'apparaissait pas comme information. Donc, quelle nouvelle personne il faudrait contacter pour pouvoir aller chercher cette information? Une fois qu'on a collecter les informations, qu'on a fait les constats, qu'on a les recommandations et qu'on s'entend, le petit groupe de travail, bien là, c'est de voir est-ce que ça fait sens aussi dans le milieu qui est concerné. Et là, c'est plus des séminaires de validation où on présente la démarche et surtout les constats et les pistes de travail. Et on s'attend, par exemple, qu'une personne qui est à la direction d'une organisation avec laquelle on travaille pour une recherche, bien, qu'elle fasse en sorte que dans son milieu, au sein de son organisation, les résultats de la recherche soient diffusés. Un peu comme nous, on s'attend aussi à ce que dans la diffusion des résultats, on puisse intégrer les étudiants et les étudiantes pour que ça fasse partie, si on veut, de leur curriculum de formation, une reconnaissance par des publications ou par des présentations. Donc, il y a des rôles qui sont extrêmement attachés à notre lieu, à notre identité première. Mon rôle en tant que chercheur, c'est de travailler à produire ces connaissances-là, tout en étant démocratiquement ouvert aux suggestions qui sont là et aux contributions qui peuvent être apportées par les gens qui sont avec moi. J'ai donc un rôle de leadership autour de cette fonction production de connaissances, tout en disant que ce n'est pas une production privée, Fontan, et tous les mots appartiennent à Fontan, etc. C'est pas ça. On est un collectif et tout ça. Évidemment, il y a des signatures et là, il y a des noms qui apparaissent, mais ce qui est important, c'est de faire en sorte que l'on sache que dans cette production-là, toutes ces personnes ont contribué et qu'une partie des éléments vient de l'une, de l'autre, etc., etc. Et où, évidemment, une plus grande partie du travail est faite par des universitaires parce que c'est ça le produit qu'on fait. Évidemment, pour les acteurs, ce n'est pas le même rôle. C'est plus sur la validation, c'est plus sur la qualité des informations qui sont mises à notre portée, que là, ils ont une responsabilité à jouer. Si on ne nous permet pas d'avoir accès à des répondants, répondantes ou à des données qui existent, qui sont sur papier, parce que c'est compromettant, etc., bien là, ça vient nuire, si on veut, à la qualité des informations qu'on a par rapport à la question qu'on pose, évidemment. Et sur la validation des résultats, là, il y a aussi un rôle important pour aller chercher d'autres acteurs qui sont dans la communauté, qui peuvent amener des points complémentaires à la recherche, et après sur la valorisation. Donc, on a des rôles et des responsabilités qui sont différentes et qu'il faut assumer tout au long du processus.